Bon, alors on va commencer. Euh, Nous avons un panel donc, qui enchaîne très, très bien avec la conférence qu'on vient d'entendre de Romain Badouard, puisqu'on parle des médias sociaux, de l'information et de la démocratie. Donc, on est toujours pas mal dans le même thème, avec des spécialistes vraiment au parcours divers. Mais je vais laisser notre animateur, qui est lui-même un spécialiste de ces questions, les présenter. Mais je vais quand même te présenter Guillaume. Alors, Guillaume est mon collègue professeur titulaire au département d'information et de communication à l'Université Laval, co-directeur du laboratoire sur la communication et le numérique, le Lab CMO. Il est également membre du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, le CIRST. Ses recherches portent sur l'appropriation des technologies numériques et le rôle des usagers dans la transformation des médias numériques. Merci encore, Guillaume, d'avoir accepté notre invitation et bon panel. Merci infiniment. Alors, je vais m'en tenir à un rôle vraiment de gardien du temps et d'attribution des tours de parole. Je vous préviens tout de suite. Donc, en fait, j'ai proposé à Colette de faire de ce panel une table ronde autour de la question suivante. À partir de votre perspective propre, quel regard portez-vous sur les interactions entre médias sociaux, information, et là je précise production, circulation, consommation de l'information, et vie démocratique? Voilà. Et donc cette question, je la lance à nous tous, puisque c'est l'objectif de cette table ronde, de réfléchir à cette question. Donc j'ai eu ce privilège en quelque sorte de cadrer la discussion. Mais cette question, donc, je l'adresse d'abord à nos 4 intervenants et intervenantes, à qui je demanderai d'énoncer dans un premier tour de table, en quelques minutes, 2 ou 3 idées forces pour lancer cette discussion. Puis viendra un deuxième tour de table où chacun donc des intervenants chacune aura l'occasion de réagir ou de commenter succinctement les idées mises de l'avant par les autres panélistes. Et puis enfin, nous élargirons cette conversation donc à l'ensemble de l'auditoire ici à l'Université Laval et en ligne sur Zoom. Alors donc rapidement, je vais donc présenter chacune. Alors dans l'ordre de leur première intervention. Donc, tout d'abord, Michel Cormier, qui est un journaliste de carrière, qui a été correspondant de Radio-Canada à Moscou, à Paris et à Beijing, et qui a dirigé le service de l'information de Radio-Canada de 2012 à 2018. Chargé de cours en déontologie du journalisme à l'Université de Montréal. Il siège actuellement au conseil d'administration de l'organisation Reporters sans frontières et il est le représentant canadien de la Journalism Trust Initiative de Reporters sans frontières, qui vise à promouvoir le journalisme fiable au moyen d'un système de certification homologué. Ensuite, nous entendrons Aurélie Sautier, qui est reconnue comme pionnière de l'industrie du marketing de contenu au Canada. Elle a en effet fondé Made In en 2011, alors, dit-elle, que personne ne s'intéressait encore à cette opportunité unique qui deviendra une tendance majeure par la suite pour les marketeurs. Passionnée par l'anthropologie de la communication, autant que par l'analyse des contenus numériques, Aurélie Sautier dirige aujourd'hui la première maison de contenu et d'influence de dimension internationale. Voilà. Elle est, je précise, titulaire d'une maîtrise en marketing d'HEC Montréal et elle est chargée de cours à HEC Montréal en marketing de médias sociaux. Voilà. Avec moi ici même sur place, Mireille Lalancette est professeure titulaire en communication politique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle mène des travaux sur la médiatisation de la politique et sur leurs usages des médias sociaux par les acteurs et actrices politiques, notamment donc, des politiciens et politiciennes aux groupes d'intérêt en passant par les citoyens et les citoyennes. Chercheur au groupe de recherche en communication politique, le GRCP, et au Centre d'études sur la citoyenneté démocratique, le CECD, elle est aussi co-auteure de l'ABC de l'argumentation pour les professionnels de la santé
ou toute autre personne qui souhaite convaincre. Et enfin, Serge Proux est sociologue, professeur émérite à l'École des médias de l'UQAM, conseiller scientifique du laboratoire sur la communication et le numérique, le Lab CMO, et chercheur associé au Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias, Charisme. Il est intéressé par les mutations contemporaines des usages et dispositifs d'information et de communication, auteur ou éditeur d'une trentaine d'ouvrages et de 200 articles et chapitres scientifiques, dont le dernier livre, La participation numérique, une injonction paradoxale, publié aux Presses des Mines en 2020. Voilà, alors ça fait le premier tour de présentation et sans plus attendre, je donne donc la parole à Michel Cormier, donc qui devra nous quitter pour des raisons d'obligation en fait incontournables. Alors donc, je lui donne la parole en tout premier et je rappelle à tout le monde de tenir en 5 à 6 minutes, ce qui fait que je vais donc minuter et vous rappeler à l'ordre. Je n'hésiterai pas à le faire. Veuillez m'en pardonner d'avance. Michel, c'est à vous. Bien, merci de me recevoir. Écoutez, désolé d'avoir interrompu votre pause et de devoir vous quitter rapidement. Je suis à Ottawa où je dois comparaître devant un comité des communes. Alors, c'était incontournable lorsqu'on est convoqué pour ce genre d'exercice. Écoutez, je vais vous parler de deux idées, deux projets de Reporters sans frontières et aussi d'autres groupes associés qui tentent de relever le double défi, en fait, celui de comment éviter d'une part que l'information de qualité ne soit pas submergée par la désinformation sur les réseaux sociaux et dans l'espace public. Et deuxièmement, mais comment s'assurer que les médias d'information aient toujours les moyens de produire de l'information de qualité. Alors, c'est une question, ce sont deux questions évidemment d'actualité ces temps-ci. Alors, les deux initiatives qui tentent de faire une contribution innovante à ce double défi. Donc, le premier, c'est le Journalism Trust Initiative, dont on a eu quelques mots d'introduction. Le deuxième, c'est la proposition d'un New Deal pour le journalisme. Et je m'excuse un petit peu de l'appellation anglophone de ces deux projets-là, mais ce sont des projets qui, même s'ils sont partis de Paris et d'organismes francophones, s'étendent maintenant au monde et c'est l'appellation qu'on a pour ces deux projets. Alors, donc le premier, le Journalism Trust Initiative, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, donc, ça provient de l'idée que pour combattre la désinformation, il faut faire davantage que du fact-checking, quoique ça est vraiment important et vital. On voit toutes les initiatives et les émissions là-dessus. Mais il faut aussi promouvoir l'information de qualité. Donc, c'est une approche proactive, si on veut, au combat contre la désinformation. Alors, le JTI, en un mot, c'est un label, donc un sceau qui vise à évaluer et à certifier pas le contenu journalistique, pas les articles, mais les pratiques professionnelles et la transparence des médias. Donc, c'est un différent procédé. Alors, c'est né à Paris il y a quelques années dans une réunion de plus d'une centaine de professionnels de l'information, des grands médias, des experts. Et ça prend la forme d'un questionnaire qui invite les médias à identifier et à évaluer leurs pratiques professionnelles, par exemple la politique éditoriale, le code de déontologie, la correction des erreurs, des erreurs sur les sites, par exemple. Et deuxièmement, les médias, une fois qu'ils ont fait ce questionnaire-là, qui se sont auto-évalués, sont invités à donner le plus d'informations possible sur leur structure de propriété, sur les sources de leurs revenus, leur adhésion à des associations professionnelles ou à des organismes comme les conseils de presse. Bref, c'est faire preuve de transparence en plus de révéler leurs pratiques professionnelles. Et une fois que, et comme je l'ai dit, il s'agit d'une participation volontaire, d'une auto-évaluation. Alors, l'idée, c'est vraiment d'amener les médias à améliorer leurs pratiques et leur transparence. C'est surtout pas l'idée de dresser une liste noire des médias, mais c'est plutôt une liste blanche des médias qui adhèrent à des pratiques professionnelles de qualité. Une fois l'auto-évaluation complétée, donc les médias peuvent publier ces résultats sur leur site ou passer à l'étape finale qui est celle de la certification. Alors, ça marche un petit peu comme pour le système ISO 9001 ou pour, par exemple, la certification de l'agriculture biologique, c'est-à-dire il y a des critères, il y a des évaluateurs professionnels indépendants qui regardent le dossier et qui voient si le média, évidemment, se conforme suffisamment aux critères pour obtenir le label. Alors, rapidement, quels sont les avantages du JTI? Mais d'abord, pour les médias, ça donne un standard objectif indépendant créé par des journalistes qui reconnaît leur statut professionnel.
Pour le public, c'est un moyen d'identifier les médias dignes de confiance en repérant le logo, si on veut, sur les sites d'information, même sur les médias sociaux. Il y a aussi un avantage pour les organismes philanthropiques et les gouvernements qui de plus en plus soutiennent financièrement les médias, parce que le JTI peut servir de barème objectif pour leur programme d'aide et éviter aussi au gouvernement de se faire accuser de décider arbitrairement qui sont des journalistes ou des journalistes qui méritent de l'aide financière. Pour les annonceurs aussi, un avantage qui n'est pas négligeable, parce que le JTI peut servir de garantie que les sites d'information sur lesquels ils placent de la publicité sont dignes de confiance. Et surtout lorsqu'on sait que les algorithmes maintenant font le placement de publicité, si l'algorithme peut repérer les sites qui sont certifiés JTI, c'est plus facile pour placer ces annonces dans des sites dignes de confiance. Il y a aussi les plateformes numériques, Facebook, Google, enfin les grands. Et nous, on croit à RSF que le JTI peut même servir d'indicateur de journalisme de qualité qui serait reconnu et propulsé par les algorithmes des plateformes et ainsi se retrouver, avoir une meilleure visibilité sur les plateformes et se retrouver dans les fils d'information des gens. Donc, ça ferait une promotion plus grande du journalisme de qualité. Alors, le projet a été dans une minute. 2 minutes. Bon. En 1 minute. Écoute, je passe au prochain. On pourra en discuter plus tard. Alors, la deuxième idée que je mets sur la table comme ça, puis je vous inviterai à aller voir un petit peu les détails sur nos sites web, c'est l'idée du New Deal pour le journalisme qui a été lancé il y a quelque temps par le Forum sur l'information et la démocratie qui est piloté par RSF, mais qui comprend plusieurs organismes. Alors, le New Deal, l'idée du New Deal, ça part de la proposition sur laquelle l'information de qualité, c'est plus qu'une activité professionnelle ou économique, c'est vraiment une composante essentielle de la société, comme le système de santé ou l'éducation. Et donc, il faut que les pays, les gouvernements se concertent pour soutenir et assurer la survie du journalisme comme condition de cohésion sociale. Alors, rapidement, je mets quelques moyens sur la table pour y arriver. Une des idées fortes, c'est d'investir 0,1% du PIB mondial dans le soutien au journalisme, ce qui représente, vous en conviendrez, des milliards de dollars. Deuxièmement, assurer la transparence totale de la propriété des médias. Troisièmement, mettre en œuvre des initiatives qui permettent de distinguer et de redonner un avantage comparatif aux journalistes de qualité, comme le fait la Journalism Trust Initiative, qui fait partie de ce New Deal. Un autre moyen, c'est de soutenir et adopter des mesures internationales en matière de fiscalité des plateformes numériques, basées sur le taux minimum mondial d'imposition des sociétés qui a été proposé récemment par l'OCDE. Donc, c'est de taxer les plateformes uniformément à travers le monde. Et finalement, développer un financement hybride des médias avec la philanthropie, le soutien des gouvernements, que ce soit pour des médias qui soient à but non lucratif ou non. Et enfin, instaurer des mécanismes de soutien permettant aux citoyens de soutenir les médias de leur choix. On a vu ça, par exemple, avec les crédits d'impôt ou avec le fait que les souscriptions aux magazines ou aux sites d'information au Canada, par exemple, sont déductibles d'impôts. Et aussi, le Canada a quand même, comme d'autres pays, des mesures fiscales maintenant, des mesures de subvention aux entreprises de médias qui commencent à avoir enfin un lien avec ces critères qu'on a mis de l'avant. Alors, voilà 2 programmes novatrices, nous on pense à RSF, qui peuvent aider à relever ces défis. Ce sont des idées un peu nouvelles, mais on est très heureux d'en discuter. D'accord. Un instant, oui, mais il faut vraiment que vous concluiez là, parce qu'on n'a plus de temps. Oui, mais j'étais rendu à ma dernière phrase. Je dois quitter, mais je vous invite à aller sur le site de RSF pour voir ces programmes-là. Je suis sur Facebook et sur LinkedIn. Les organisateurs ont mes coordonnées, alors je serais très heureux de reprendre la discussion avec qui que ce soit qui est en ligne aujourd'hui. Merci et désolé de l'empressement, mais c'est dû à d'autres événements. Merci beaucoup. Allez, merci infiniment. Au revoir. Merci. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Aurélie Sautier pour nous présenter à son tour disons, les thèmes qu'elle souhaite voir discuter aujourd'hui. Merci beaucoup, Guillaume. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là et honorée de faire partie de ce panel. Alors, j'espère que de mon expérience sur les médias sociaux, je vais pouvoir apporter un point de vue interne sur la façon dont l'information émerge.
Alors, les points que j'aimerais aborder, le premier, c'est que les médias sociaux, et par rapport à la question qui était très, très intéressante à travailler de Guillaume, merci de l'avoir vraiment proposé, c'était très intéressant à réfléchir. La première, c'est que les médias sociaux sont vraiment une très mauvaise représentation des citoyens. Puisqu'on parle de vie démocratique aujourd'hui, je vais parler de citoyens et non de consommateurs, ce qui est davantage dans mon quotidien. Mais donc, en termes de citoyens, en marketing et sur les médias sociaux, on dit qu'on a 1% des personnes présentes sur les plateformes qui sont des créateurs de contenu. On a 10% qui sont des contributeurs, donc qui participent, qui relaient l'information, mais qui ne sont pas à la source même de la création. Et on a le reste, donc 89 à 90%, disons, qui vont être des observateurs. Donc, de par ce premier fait, on se retrouve avec une majorité sur les médias sociaux de personnes qui est silencieuse, qui observe et qui est exposée à une minorité de personnes qui créent le contenu, mais qui occupe la quasi-totalité de l'espace ou sinon la totalité du contenu qui est disponible sur les médias sociaux. Donc, on sait aujourd'hui que les consommateurs ou les citoyens passent en moyenne plus de 4 heures par jour à consommer le contenu de ces plateformes. Alors, effectivement, ça peut devenir problématique. Et pourquoi? Parce que les personnes ou les citoyens qui s'expriment le plus, qui sont le plus à même à créer du contenu sur ces plateformes sociales, c'est ceux qui ont les opinions les plus extrêmes ou qui sont les plus radicalisés. Et à l'inverse de la démocratie, si on n'a pas d'avis, on peut voter blanc. Mais en tout cas, on a la possibilité d'exprimer le fait qu'on n'a pas d'avis. Sur les médias sociaux, si on n'a pas d'avis, on ne publie pas. Donc, quelque part, notre voix n'existe pas. Et je crois qu'on a beaucoup de professeurs dans la salle. Puis, étant moi-même à un bien moindre niveau, je tiens quand même à préciser, je suis chargée de cours depuis plusieurs années. Si je fais une comparaison avec les commentaires des étudiants en fin de session, force est de constater que ceux qui s'expriment le plus, ce sont les mécontents. Les autres, soit ils ont été en mesure de vocaliser leur appréciation directement au professeur durant la session ou en fin de session, ou bien ils n'ont pas d'opinion particulière, mais dans les deux cas, ces deux catégories, on les voit moins, ça ressort moins. Donc, c'est la même chose sur les plateformes sociales. Et aujourd'hui, on a les médias sociaux qui ont un marché de l'information, le plus grand marché de l'information. C'est un marché qui est complètement dérégulé avec cette production qui est davantage assurée par les gens les plus radicaux qui ont compris tout le pouvoir qui était à leur disposition et qui s'offrait à eux via la puissance de ces plateformes et, comme l'a dit Michel, via la puissance des algorithmes. Et donc, ils savent comment, en fait, comme tous les gestionnaires de communautés ou bien ces personnes-là qui ont pris d'assaut un petit peu la façon de créer du contenu sur les médias sociaux, en tout cas liés à la démocratie, liés à la vie citoyenne. Et c'est des personnes qui sont radicalisées. La problématique, elle est que souvent, on sait que les personnes qui sont en situation d'ignorance ou qui ne savent pas, ils vont avoir tendance à suivre la majorité. La majorité visible aujourd'hui sur les médias sociaux, elle est davantage radicalisée. Donc, l'enjeu, c'est cette surexposition à une abondance de contenu qui est radicalisée en termes de quantité. Et je pense que Michel l'a mentionné aussi, la quantité d'informations, la surabondance d'informations sur les médias sociaux, qui n'est pas forcément de qualité. Mais ces personnes, elles ont compris que les contenus qui fonctionnaient le mieux, qui étaient propulsés par les algorithmes, c'est les contenus qui sont les plus chargés émotionnellement. Donc, eux-mêmes sont portés à être de plus en plus radicaux dans la façon dont ils expriment leurs opinions, versus une approche beaucoup plus rationnelle du journalisme. Donc, on a sur les médias sociaux cette possibilité de vivre dans des bulles où on est exposé à une seule et même pensée. On est beaucoup moins dans l'idée d'un vivre ensemble, où on comprend, on sait que d'autres opinions existent. Et donc, les marqueurs informationnels sont complètement différents. Et donc, je rejoins le point de Michel aussi sur la désinformation, les fake news. C'est un problème, mais le plus gros problème, c'est ce cadrage de l'information en tant que tel qui n'est pas représentatif de la société. Donc ça, c'est le premier point. Guillaume, il me reste combien de temps pour que je… il vous reste 1 minute et quart. 1 minute et quart, parfait. Alors, je me dépêche. Le deuxième point, c'était la façon dont certaines informations extraites des médias sociaux peuvent être traitées par les médias, ou en tout cas certains médias, et la problématique de prendre justement la reprise multiple d'un sujet
qui potentiellement à la base est un non-événement, mais qui a été pris sur les médias sociaux comme en étant un. Donc, par exemple, ce qu'on appelle les TT sur Twitter, donc pour Trending Topics. Est-ce que, en fait, mon questionnement, c'est est-ce que les médias sociaux doivent être une source pour alimenter les sujets qui sont couverts par les médias ou les journalistes? Dans une certaine mesure, certainement, mais je crois qu'il faut faire très attention et qu'il y a un danger à ça, encore une fois, par le fait que ce n'est pas représentatif et que donc les médias sociaux ne peuvent pas être considérés comme une autre façon de capter du micro-trottoir. Si on garde l'exemple de Twitter, sur cette plateforme, les gens qui sont les plus engagés, qui sont les plus structurés, qui s'expriment, c'est ceux qui sont les plus radicaux. Et donc, identifier l'importance d'une information, d'un fait par des métriques sociales qui sont le nombre de likes, le nombre de retweets, etc. Encore une fois, on vient prendre seulement 10% de la population qui contribue, qui relaie, etc. C'est 10% de la population. Donc, les métriques qu'on voit sur les médias sociaux sont encore une fois pas représentatives de l'opinion globale du peuple. Et donc, la reprise de cette information, ça peut venir donner une fausse image. Et encore une fois, en démocratie, on dit un homme, une voix. Ce n'est pas le cas sur les médias sociaux, puisque une seule et même personne peut venir s'exprimer à tout un tas d'endroits, sur tout un tas de plateformes, sur tout un tas de communautés, de pages, etc. Mais c'est une personne, mais on a l'impression d'une masse. Je m'excuse, mais je dois vous interrompre. Je pense qu'on a compris votre point. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse ensuite interagir sur ces différents points de vue. Alors, merci beaucoup. Oui. Merci, Guillaume. Et donc, je passe tout de suite la parole à Mireille Lalancette. Merci, Guillaume. J'aurai 2 points optimistes après cette vision plus pessimiste de la réalité et un point, justement, là, qui permettra peut-être de réfléchir sur les enjeux. Donc, moi, je me positionne d'emblée comme une chercheure en communication politique. Donc, de ma perspective, c'est ce que je regarde. Donc, dans un premier temps, moi, j'aimerais ça vous parler du fait que les médias sociaux, les usages par les acteurs politiques, les groupes d'intérêt, a été, et les citoyens, utiles pour informer, sensibiliser, critiquer, mettre des enjeux à l'agenda, des enjeux environnementaux, aux questions des relations hommes-femmes, pensons à #MeToo, les enjeux de racisme, par exemple. Donc, ont permis l'action connectée, une nouvelle forme de leadership aussi qui ont pu émerger. Dans un second temps, je m'intéresse aussi à un autre phénomène qui se passe uniquement sur les médias sociaux, notamment la question des mèmes politiques, donc qui sont susceptibles de rendre la politique plus accessible, plus vivante, de toucher un large public, qui permettent d'une certaine façon une forme renouvelée de participation politique. Et peut-être de rallier certaines personnes moins enclines ou moins enclines à s'intéresser à la politique grâce à ces créations-là. Donc, dans la partie production de l'information, circulation des idées. Et on peut aussi, grâce à ça, critiquer les pouvoirs en place et tout ça. Dans un troisième temps, en lien avec d'autres travaux que je mène, donc on parle de cyberharcèlement. Il vient d'avoir un rapport très intéressant qui a été fait par des collègues de l'UQAM à propos des journalistes. Je mène actuellement un vaste projet sur le cyberharcèlement et le harcèlement des élus. Donc, beaucoup de campagnes qui visent à propager des fausses informations à leur sujet, à les harceler, à leur accoler des étiquettes négatives. L'objet à propos des politiciens et politiciennes, que ce soit des élus municipaux, des élus au niveau provincial ou au niveau critiquer ainsi les politiciens, les gens qui veulent se mettre au service du public pourrait peut-être nuire justement à la question de la démocratie, éloigner certaines personnes de la politique qui vont se dire, ou même du journalisme, qui vont se dire, je n'ai pas nécessairement besoin de ça, sachant que ceux qui sont plus susceptibles d'être critiqués dans l'espace public, et c'était l'objet d'une citation que j'ai donnée à une journaliste hier en lien avec
les réactions de Poetti à la campagne d'Équiterre et l'attaque en règle de la porte-parole. Susceptibles de s'exprimer dans l'espace public et d'être critiquées, ce sont les femmes, les jeunes femmes, les personnes qui ne correspondent pas aux normes du genre ou qui portent des propos controversés dans l'espace public. Donc, on doit quand même se réfléchir à cette question-là. Et comme notre jugé sévère, je m'arrête là et je suis prête à discuter de ça lors de la table ronde. Bien, merci Mireille, c'est effectivement concis, ce qui permet de rattraper un petit peu notre retard. Alors, je passe la parole à Serge maintenant, à qui je demanderai de respecter tout de même le temps. J'ai fait 1 minute de moins, là. Voilà. Je n'ai pas une minute de plus, là, avocat. Non. Alors, OK, donc tu nous demandes de réfléchir en fait au triangle démocratie, médias sociaux, information. Donc, ce qui est très intéressant. Évidemment, moi, je me placerais, pour employer la terminologie de Mireille, je me placerais du côté plutôt des pessimistes que des optimistes. Et alors, qu'est-ce que ça... Disons, dans un premier temps, qu'est-ce que ça évoque médias sociaux? Pour moi, donc, médias sociaux, je trouve qu'effectivement, c'est le lieu, en fait, ça donne libre cours à une expression populaire de frustration, de haine, de rage, d'abord sur le mode de l'émotion. On sait que l'émotion est je dirais, l'outil par lequel, finalement, l'économie de l'attention s'installe et tout le modèle d'affaires, finalement, des médias sociaux fait en sorte que la dissémination se propage. Et donc, souvent, ces messages-là sont mal argumentés. Maintenant, donc ça, c'est un petit contact avec l'idée de médias sociaux. Avec l'idée d'information, évidemment, là, je vais répéter quelque chose qu'on connaît beaucoup, c'est que les médias sociaux présentent une confusion permanente entre information, opinion, croyance, désinformation, fake news. Et puis, quant à la démocratie, je dirais, j'avancerais l'idée que la démocratie, finalement, que les médias sociaux, finalement, sont un lieu d'expression d'une rhétorique populiste. Donc, je mettrais en contraste démocratie et populisme. J'y reviendrai peut-être lors du débat. Mais ce que je voulais, enfin, populisme, enfin, une définition minimale du populisme, c'est une vision de la société qui serait divisée en deux. Il y aurait d'un côté les élites et de l'autre côté le peuple. Et puis, finalement, le peuple serait exploité par les élites. Et donc, d'où cette... enfin, on peut vraiment réfléchir là-dessus, mais disons que tout de suite, je pourrais dire sur le populisme que si on prend, par exemple, un théoricien de la politique comme Pierre Rosanvallon, un historien et sociologue, Pierre Rosanvallon, je dirais qu'il définit le populisme davantage comme un symptôme ou comme une perversion, dans le fond, de la démocratie, alors qu'une politiste comme Chantal Mouffe va définir le populisme comme stratégie. Donc il y a comme, du côté de Rosanvallon, il y a une vision symptomatique, finalement, de la démocratie. Donc, en lisant Rosanvallon, on a l'impression qu'il faut se dégager du populisme, alors qu'en lisant Chantal Mouffe, qui, je dirais, qu'une penseur post-marxiste, Chantal Mouffe, en fait, elle trouve des éléments positifs, en fait, à travailler avec le populisme donc comme stratégie. Alors, moi, ce qui m'intéresse, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la prise de parole des sans-voix. Les sans-voix, c'est-à-dire les gens, alors ça retouche, ça concerne, dans le fond, les personnes silencieuses dont parlait Amélie.
et par contraste avec ceux qui s'expriment le plus, qui sont les plus mécontents. Donc, les sans-voix, alors donc, pour moi, ce sont les personnes qui se sentent flouées par le système économique, flouées par la mondialisation. Et je voudrais m'appuyer en fait sur 3 cas, c'est-à-dire le premier cas qui est, disons, le cas de l'adhésion au Brexit, c'est-à-dire, dans le fond, sous la pression de campagnes de désinformation organisées par des politiciens démagogues, on a vu une portion de la société britannique adhérer au Brexit, d'abord au référendum en 2016 et finalement la sortie effective en 2020. Deuxième exemple, le mouvement des Gilets jaunes en France, qui a d'abord été un mouvement spontané, extrêmement lié à Facebook et qui s'est développé comme un mouvement de force très important et a développé des formes originales de contestation, les ronds-points, les mobilisations du samedi. Et puis le troisième exemple, c'est le mouvement plus éphémère des camionneurs à Ottawa, les fameux convois de la liberté au début de 2022, donc ils ont réussi à occuper le centre-ville d'Ottawa et de capter l'attention médiatique pendant quelques semaines. Mouvement qu'on voit qui était financé, qu'on a vu éventuellement, qui était financé par des labés états-uniens d'extrême droite. En 45 secondes, peux-tu nous conclure? Oui. Alors, ma conclusion, c'est que effectivement, je dirais que ces mouvements populistes que je viens de mentionner, en réalité, sont privés d'une représentation politique qui serait suffisamment organisée et qui leur permettrait de s'instituer en véritable sujet politique, capable de déployer une véritable force de transformation sociale. Donc, peut-être que dans les rondes à suivre, je pourrais développer sur ce que j'appelle à leur égard le sujet politique éclaté. Merci. Merci infiniment à nos 4 panélistes. Bon, désolé que Michel Cormier ne puisse poursuivre avec nous la discussion, mais il a quand même donc présenté 2 initiatives intéressantes en lien donc avec la certification du journalisme de qualité. Alors, maintenant, je vous invite, donc les 3 panélistes qui sont donc présents, là, je vous invite à réagir aux propos que vous avez entendus de la part des autres. Alors, donc, je proposerais peut-être à Aurélie, puisqu'elle était la deuxième à intervenir, de commencer par donc vraiment une succincte réaction. Succincte. Oui. Merci pour la précision, Guillaume. J'aimerais réagir peut-être à ce dont Serge a parlé sur les mouvements contestataires, puis la façon dont ils peuvent émerger sur les médias sociaux. Et effectivement, ce qu'on a pu voir, c'est, comme Michel les a appelés, les sans-voix. Et en fait, c'est des personnes qui ne se sentent pas forcément représentées par les médias, traditionnels et qui donc prennent d'assaut les fonctionnalités disponibles sur les médias sociaux qui, en l'occurrence, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes n'aurait jamais pu exister sans les groupes Facebook et n'aurait jamais pu exister sans Google Maps parce qu'on avait la réunion sur les ronds-points, etc., comme Serge l'a dit. Mais c'est un mouvement qui était contestataire, mais qui était très peu structuré en réalité. Si on voulait accéder puis accepter leurs revendications, au final, il n'y avait pas de construction. C'était vraiment un mouvement de révolte du peuple généralisé qui a démarré par un sujet de l'essence qui s'est propagé sur tout un tas d'autres sujets, mais il n'y avait pas de structure parce que les personnes qui pouvaient prendre la parole étaient automatiquement un peu sabotées par les autres parce que, pour reprendre ce dont parlait encore une fois Serge, le populisme, il se mettait en position d'élite alors qu'il venait du peuple. Donc,
immédiatement, on les auto-sabotait. Donc, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la notion de confusion permanente aussi sur les médias sociaux. Je pense que c'est ça un petit peu l'enjeu aujourd'hui dans la vie démocratique. Merci. Mireille? Mais moi, je pense que ce qui traverse l'ensemble de nos présentations, c'est aussi tout l'enjeu d'avoir une littératie numérique. Les gens qui sont là, les gens qui sont devenus les Gilets jaunes, les gens qui ont décidé de manifester, c'est toute une série de gens qui ont accès à ces plateformes-là, qui ont accès, qui savent comment faire fonctionner un téléphone, faire fonctionner une tablette et tout ça. Donc, je pense qu'il faut aussi s'intéresser à ceux qui, c'est des sans-voix qui ont une voix grâce à ça, mais à toute une série de gens qui n'ont pas accès à toutes ces plateformes-là, que ce soit parce que les réseaux ne sont pas suffisants. On l'a vu beaucoup avec la COVID, tous nos étudiants qui étaient en Afrique ou dans les régions éloignées n'étaient pas en mesure de suivre nos cours sur Zoom et tout ça. Donc, il y a quelque chose aussi dans l'idée que oui, il y a des producteurs, il y a peut-être une minorité de producteurs, mais aussi toute une série de gens qui n'ont même pas accès à ces productions-là, que ce soit parce qu'ils ne connaissent pas les codes de ce numérique-là, ou parce que les infrastructures ne sont pas là non plus. Merci. Et donc, je termine ce deuxième tour de table par une réaction de Serge. Oui, bien sûr, cette question de la littératie numérique, moi, c'est une question qui me passionne, en fait. En fait, c'est une dimension de la société où il y a une quantité incroyable, il y a des millions de personnes. Là, évidemment, mes références sont beaucoup françaises. Là. Il y a un reportage qui est paru tout récemment à la télévision française qui parlait des naufragés du numérique. Et on disait qu'ils sont par millions. C'est-à-dire que c'est surtout dans les zones rurales où il y a des personnes qui... là, il y avait la description d'un cas absolument émouvant. Une femme qui avait 70 ans, qui avait droit à sa retraite depuis un certain nombre d'années, qui a travaillé toute sa vie, et puis qui était incapable de remplir le formulaire pour avoir accès à sa pension de retraite. Et c'est assez étonnant, mais la ligne qui l'a empêché, c'était donner votre adresse mail. Et elle disait, mais qu'est-ce que c'est qu'une adresse mail? Et là, heureusement, en France, il y a, toujours dans le sens d'améliorer la littératie numérique, en France, il y a maintenant un organisme bénévole qui fait circuler des autobus dans toute la France rurale, qui se stationnent dans certains villages, et là, les gens viennent avec rien ou avec, par exemple, un téléphone. Parfois, il y en a qui ont des téléphones intelligents, d'autres ont des fois des tablettes, etc., mais ils ne savent pas comment les utiliser. Alors donc, ces personnes-là, les personnes ressources, les autobus, finalement, développent une démarche sur le long terme. Ils reviennent à chaque semaine. Et puis, donc, il y a tout un apprentissage qui est fait. Mais c'est vrai qu'en réalité, moi, ça traverse, je dirais, tous mes derniers travaux, ce questionnement sur les gens, les paumés, les naufragés du numérique, en fait, parce qu'on est dans une société où il y a une injonction au tout numérique. Donc, il faut passer nécessairement par le numérique. Et ces naufragés numériques s'expriment, c'est absolument touchant parce que ils se sentent, ils voient bien qu'il faut être dans l'univers numérique, mais en même temps, ils sont incapables et ils parlent de leurs parents qui sont dans les 90 ans. Jamais ils vont aller sur le numérique. Donc, ça, c'est un premier point. Une réaction par rapport à la question de la littératie numérique. Et peut-être le deuxième point, très rapide, donc je sens très rapidement, s'il te plaît. On me tape sur les doigts, encore une fois. Le deuxième point, c'est qu'en dessous de mon propos, c'est la crise de la représentation. La crise de la représentation politique, c'est-à-dire parce que tous ces mouvements des sans-voix, finalement,
comment dire, développe une relation paradoxale avec la représentation politique. On l'a vu au niveau des gilets jaunes. Dès qu'un gilet jaune ou une gilet jaune se disait, OK, moi, je vais jouer le jeu, je vais être la porte-parole finalement du mouvement, mais tout de suite, elle se faisait taper sur les doigts par C'est les ce autres que, gilets jaunes. c'est ce que Alors, disait donc, Aurélie, justement, oui. je voulais donc terminer sur cette idée, cette figure paradoxale de la représentation politique au sein des mouvements des sans-voix. Merci. Merci beaucoup. Bon, écoutez, je vous félicite parce que on a réussi en fait, à aménager cette période de 30 minutes que je désirais avoir pour un échange vraiment à l'ensemble, enfin, étendu à l'ensemble de notre assistance. Alors, donc, j'inviterai les personnes ici présentes dans la salle et sur Zoom à se manifester pour des questions. Et alors, j'ai vu un lien qui était partagé. Pour l'instant, je ne vois pas encore de questions. Ah, voilà. Eh bien, oui. Merci d'ouvrir. Merci à ce panel très intéressant et félicitations à Mireille pour la tenue du temps. Pour mon prochain panel, je vais dire faites une Mireille Lalancette de vous. Ma question est à Serge Proulx, en fait, professeur Serge Proulx. J'aimerais vous entendre plus sur ce sujet politique éclaté. Donc, on a compris certaines choses, qu'il n'y a pas de représentant politique, puis en même temps, s'il a envie d'être un représentant lui-même, il va se faire taper dessus. Donc, quoi d'autre devons-nous savoir sur ce sujet politique éclaté? Bien, alors Serge, tu as la question que tu désirais. Oui, ben, je peux peut-être développer simplement sur, je dirais, les hypothèses que je... Parce qu'en fait, cette idée de sujet politique éclaté, je l'ai développée d'abord à la fin du XXe siècle, donc vers 1998 avec Thierry Bardini, où là, on a élaboré l'hypothèse d'un nouveau sujet communicant, c'est-à-dire un sujet qui aurait été interactif, donc qui était s'appuyant sur les technologies. Le nouveau sujet communicant pouvait être interactif, donc pouvait être participatif, donc pouvait, enfin, donc on était moi j'étais, en tout cas, là, je vais parler pour moi, là, j'étais dans une phase optimiste, là, pour reprendre le terme de Mireille. J'étais dans une phase optimiste. Je pensais vraiment que les médias sociaux pourraient effectivement faire apparaître un nouveau sujet politique qui serait un sujet politique qui serait plus populaire et qui pourrait donc, à l'aide des médias sociaux, enfin, on ne parlait pas de médias sociaux à l'époque, mais à l'aide, je dirais, de tout ce qui bouillonnait au niveau de l'informatique personnelle et au niveau des rudiments de l'Internet. Alors, j'en arrive maintenant, quand je compare, je dirais, le dernier quart du 20e siècle avec le premier quart du 21e siècle, je m'aperçois qu'effectivement, l'utopie dans laquelle nous baignions, un certain nombre, à l'égard, dans le fond, de l'informatique personnelle et de tout l'univers d'Internet, en fait, c'est comme, mon Dieu, on a perdu beaucoup d'ailes de notre utopie. Les ailes comme les ailes d'un papillon, en fait, ont baissé. Et puis, donc, c'est ça que je veux dire par le sujet politique éclaté, c'est-à-dire qu'il est éclaté et on a l'impression qu'il n'a pas acquis une force de transformation. Et c'est pour ça que j'élabore une hypothèse, je dirais, prospective, en Tu peux disant... nous la résumer. Est-ce que tu peux nous la résumer en quelques mots? En quelques mots, Serge, cette hypothèse prospective. Oui, alors l'hypothèse prospective, si tu veux, c'est que moi, je pense toujours à l'égard de mes trois exemples dont je parlais tantôt. Donc, je pense que l'avenir va nous faire voir des actions
encore d'autres actions de récupération par des politiciens démagogues. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, je dirais, un recroquevillement au sein d'un mouvement rampant, quasi invisible, mais qui a des fortes probabilités de réémerger au fil de futurs conflits. Et là, je pense au mouvement des Gilets jaunes. Et puis, dernière phrase, Guillaume, dernière phrase. Donc, la troisième possibilité, c'est que ces mouvements restent éphémères, mais viennent engrosser une frustration sociale enfouie, susceptible d'exploser de manière imprévisible. Et là, je pense au mouvement des camionneurs à cet égard. Merci. Bonjour. Alors, je suis le Julien, donc praticienne, puisque je suis DG de l'Info de Radio-Canada. Je serais curieuse de vous entendre et je m'excuse, j'ai oublié votre nom, Aurélie, votre nom de famille. Pardon? Non, je trouve ça vraiment intéressant parce que comme médias traditionnels, nous sommes confrontés évidemment au phénomène de désinformation, à la fragmentation, à la polarisation de la société. Et je pense notamment au mandat des décrypteurs, parce qu'on a créé les décrypteurs justement tout d'abord comme une équipe numérique. On a transformé en une émission télé aussi. Et le mandat spécifique des décrypteurs était justement de traquer la désinformation sur les réseaux sociaux. On est en train de l'élargir. Et c'est sûr que le défi, et de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec Aurélie, le défi, c'est de ne pas donner un rayonnement, une visibilité à des phénomènes qui sont marginaux. Ça, c'est vraiment le défi. Et on s'est donné vraiment une ligne de conduite à cet égard-là. Par ailleurs, et c'est là-dessus que je veux vous entendre, on ne peut pas faire fi de la présence des réseaux sociaux aujourd'hui, parce que ça fait partie de la diversité de points de vue, d'opinions qui existent aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien. Je suis très contente d'avoir entendu l'exemple des Gilets jaunes. Le journal Le Monde a fait un extraordinaire papier à un moment donné sur le fait que les Gilets jaunes ne s'informaient effectivement que dans leur bulle de réseaux sociaux, notamment Facebook. Même chose, le phénomène des camionneurs, le phénomène aussi de désinformation liée à la pandémie qui a donné lieu à des manifestations depuis 1 an de façon assez extraordinaire et des mouvements d'hostilité, phénomènes d'hostilité à l'endroit des journalistes aussi. Alors, c'est un long préambule, désolé. Mais j'aimerais vous entendre sur notre rôle, médias traditionnels, parce qu'effectivement, on est confronté à la fois à tout ça et surtout à ne pas faire fi non plus, parce que c'est une voix de citoyen par ailleurs, évidemment, amplifiée, exagérée, etc. Mais on ne peut pas par ailleurs faire fi, mais je vous écoute. Oui. Merci beaucoup pour cette question et l'ensemble de ce que vous avez pu énoncer. Et effectivement, je suis contente d'entendre que vous avez une ligne de conduite et en même temps, je pense que c'est ce à quoi on s'attend de Radio-Canada. Malheureusement, est-ce que c'est le cas de tous les autres médias? Je ne suis pas certaine. Mais donc, peut-être que ce dont Michel parlait au tout début, de mettre en place certains éléments qui peuvent être à un niveau plus international pour réguler un peu certaines choses, je crois que ça pourrait aider. Quelle est votre responsabilité en tant que média? Je pense que vous l'avez très bien cerné. Je crois que la responsabilité est à la fois dans les médias, mais à la fois aussi dans les gouvernements, parce que ça ne pourra pas se passer tout seul. Et je crois aussi que les médias auraient intérêt à jouer davantage, sans dénaturer évidemment justement la fiabilité de l'information, etc., mais sur les codes des médias sociaux pour eux-mêmes prendre plus d'espace et de visibilité, parce que le danger aujourd'hui, en fait, c'est que les gens sont dans leur bulle et n'ont aucune conscience de ce qui peut se passer ailleurs. Et aujourd'hui, l'influence, malheureusement, elle a été déplacée. Elle est plus tant dans la production de contenu de qualité que malheureusement dans la distribution du contenu ou, comme disait Guillaume, la circulation du contenu. Donc, je crois que les médias auraient
intérêt, et en fait, nous tous en tant que société, à ce que les médias prennent davantage de place sur les plateformes sociales, soient davantage visibles, résonnent davantage, et peut-être soit le porte. Là, je ne sais pas, parce que là, je pense en même temps que je parle, mais peut-être prennent la position de porte-parole de certaines communautés qui aujourd'hui se sentent moins représentées, mais puisque, comme disait Michel, c'est des personnes qui ne sont pas structurées, puis quelque part ne veulent pas de porte-parole de façon un peu contradictoire, mais est-ce que les médias ont cette possibilité qui permettrait du coup peut-être de structurer l'information, de retourner à des faits, je ne sais pas, j'avance une hypothèse. Je vous remercie et je me tourne vers Mireille, je pense qu'il souhaite apporter aussi son point de vue là-dessus. Mais merci, Guillaume. Les médias ont un rôle clé à jouer. Puis ce qu'on voit dans les médias sociaux numériques, c'est qu'ils ont encore un grand rôle de légitimer les événements, les mouvements, etc. Donc, les gens qui vont tweeter, qui vont avoir des événements ou qui vont écrire sur Facebook vont justifier leur présence en disant « Oui, voici, ça a été couvert par Radio-Canada, ça a été couvert par TVA, voici un article qui porte sur le sujet. » Donc, il y a encore un grand rôle où les médias sont respectés et jouent un rôle clé dans le relais dans les médias sociaux numériques. Ce qu'on a pu voir aussi hier, c'est que parmi les études là, qui ont été présentées, c'est que les gens s'informent différemment. Ils vont passer par les médias sociaux pour ensuite se rendre aux médias traditionnels. Donc, il y a peut-être cette piste-là qui pourrait être intéressante que de effectivement continuer d'assurer une présence, mais dans les médias sociaux numériques qui est importante, sachant que les gens vont s'exprimer, vont s'informer par là et que ça joue un rôle. Il y a Axios aux États-Unis là, qui joue un rôle de nous pousser de l'information selon nos intérêts, sachant que les gens ont peu de temps pour s'informer. Donc, il y a ces pistes-là qui peuvent être intéressantes et qui... effectivement, ce n'est pas nécessairement voir peut-être les médias sociaux pas tant comme quelque chose qui s'oppose aux médias traditionnels, mais quelque chose avec qui on doit composer dans l'idée du système médiatique hybride dont parle mon collègue Andrew Chadwick dans ses travaux là, sur l'hybridisation du mode d'information. Merci. Moi, je voudrais rebondir sur cette idée justement du respect qu'inspirent ou pas les médias d'information traditionnels, enfin qu'on appelle aussi les grands médias. Tout à l'heure, Michel Cormier nous parlait donc d'initiatives pour renforcer en fait leur autorité informationnelle, en leur délivrant une sorte de label de qualité, mais quelque part, est-ce que ça n'apporte pas en fait de l'eau au moulin, ou plutôt de l'huile sur le feu, justement à ceux qui les voient comme ayant partie liée avec l'élite, pour reprendre donc la dichotomie dont parlait Serge à propos de la posture populiste. Donc, si les médias sont en fait, s'il y a une façon de distinguer en fait les bons médias, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce qu'on peut vraiment penser que ça peut briser cette perception qu'en fait les médias sont le porte-parole d'une élite? Et que dites-vous aussi à ceux qui, certes, voient les contenus éventuellement de médias comme Radio-Canada, mais disent « ça vient de Radio-Canada, donc je ne le lis même pas ». Parce que moi, j'ai malheureusement dans mon entourage des personnes qui ont cette attitude. Alors, que dites-vous à ça? Mais je veux dire, la bulle est renforcée par les médias sociaux numériques. Elle existait avant. Là. Il y a toujours eu des gens qui n'ont jamais lu Le Devoir, qui ont toujours préféré lire le Journal de Montréal ou la Gazette de la Mauricie, ou qui s'informaient autrement, ou qui ne s'informaient pas du tout. Donc, j'ai eu des gens qui sont venus chez nous faire des travaux. J'ai dit, il dit, l'électricien a installé une drôle de lumière. Ce n'est pas une lumière, c'est les nouveaux détecteurs de fumée. Il y a une nouvelle règle en lien avec ça depuis les feux de l'île verte. Et que là, il dit, les feux de l'île verte, je ne connais pas ça. J'ai dit, mais là, ça en a pas, je n'écoute pas les médias. Je dors mieux. Donc, il y en a du monde qui
ne s'informeront jamais et qui ne liront jamais Le Devoir. Donc, qui vont considérer que ce sont les médias élitistes, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est peut-être travailler autrement avec ces publics-là pour déconstruire cette idée d'une élite, là. Donc, ce que j'entends là-dedans, c'est un peu que les médias sociaux ne viennent pas introduire une rupture, en fait, dans la vie démocratique. Ben non. En fait, très bien. Oui, je vois. Réaction à la réaction. Est-ce que je peux dire un mot? Si je puis me permettre, M. Ben oui. Pro. Alors, si je puis me permettre, peut-être, la direction de la recherche de Radio-Canada a fait une recherche vraiment très, très récente sur les 18-34 ans. Et c'est un baume, c'est encourageant. Évidemment, ils s'informent sur les réseaux sociaux. On sait tous ça. Les médias traditionnels sont sur les réseaux sociaux, que ce soit Le Devoir, Radio-Canada, la presse, on est tous présents. Et on doit y être. On doit être sur Instagram, on doit être un peu partout. Et ce qui est intéressant, contrairement à ce qu'on peut croire, évidemment, je vous dirais que 50% à peu près des jeunes disent s'informer ponctuellement. Alors, je parle de cette frange-là. Après, il y a un 25% qui ne s'informent jamais. Ils récupèrent à bande guillemets pour nous, aller les chercher. Mais dans le 50% qui s'informent, ben, les médias traditionnels restent une marque de confiance, même s'ils s'informent sur les réseaux sociaux. Alors, très souvent, on oppose réseaux sociaux, médias sociaux et médias traditionnels. Et bien humblement, on fait fausse route parce que nous sommes sur les médias sociaux et si nous n'y sommes pas, ben, franchement, on ne remplit pas notre mission. Merci. Il nous reste encore quelques minutes. Je parle sous contrôle de… Oui, est-ce qu'on peut rebondir, Guillaume? Oui, bien sûr, Aurélie, allez-y. Je pense que Serge et moi, on avait Serge, allez-y. Ah, pardon. Oui. D'accord, extrêmement rapidement, là, c'est simplement ce que je dirais sur les médias traditionnels qui, bien sûr, sont en complète… en fait, il y a une continuité entre les deux types de médias, comme le disait l'intervenante précédente. Mais simplement, ce que je voulais dire, c'était que, effectivement, je pense que pour répondre à la question, c'est quoi le rôle des médias traditionnels à l'égard des médias sociaux, qui était la première question qui était posée au tout début, c'est-à-dire que je pense qu'il faut que les médias traditionnels mettent de l'avant, je dirais, confiance, qualité, fiabilité. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit comme leur marque, ça fait en sorte que, OK, quand on va là, on sait que les sources sont vérifiées. Donc il faut… Alors, j'insiste, je pense que tout le monde est d'accord. Donc c'était un petit peu ce que je voulais dire, c'était que les médias sociaux, les médias traditionnels, puisqu'on les appelle comme ça, soient vraiment associés à la confiance. On a confiance quand on va là et je pense que c'est une thématique qui va être abordée au prochain congrès de la Fédération des journalistes du Québec. Merci, Aurélie. Oui, j'y vais rapidement. Par rapport à justement, je pense que les médias traditionnels tels qu'on peut l'imaginer, lecture d'articles longs, etc., c'est des médias qui sont élitistes. Et ça ne sert à rien de se voiler la face là-dessus. C'est une lecture longue qui peut être compliquée, avec un certain vocabulaire, etc. Donc, il y a un niveau établi et donc, c'est des médias qui sont élitistes. Par contre, comme l'a dit la personne de Radio-Canada, pardon, je ne me rappelle plus son nom, ils sont présents sur les médias sociaux et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut désapprendre, c'est que c'est quand même relativement récent, on parle d'un 20 ans à peine. Il y a quelques années, les médias sociaux, c'était un simple relais d'informations pour diriger vers d'autres plateformes. Aujourd'hui, les gens consomment le contenu directement sur les plateformes sociales et le rôle des médias aujourd'hui, c'est d'être présent directement sur ces plateformes sociales, là où, je pense, et là c'est un travail, je veux dire, de long terme, là où les plus jeunes sont, pour aller capter leur intérêt, pour aller les intéresser selon leur code, selon ce qu'ils sont capables de consommer comme contenu, comme niveau d'information à ce moment-là de leur vie, pour les amener plus tard à être des consommateurs de contenu plus long, plus sophistiqué, plus approfondi. Mais par exemple, le travail que Radio-Canada a fait avec RAD, par exemple, c'est extrêmement abouti. Et je trouve que c'est
c'est vers là où les médias devraient aller et produire toujours plus de contenu. Aujourd'hui, il faudrait être présent sur TikTok et produire du contenu sur la plateforme TikTok pour plus tard, pas tout de suite les diriger directement vers le site web, mais les amener dans 10, 20 ans à lire des contenus plus approfondis, mais les former là-dessus. Et c'est là où je pense que les gouvernements ont aussi un rôle à jouer parce que tout ça ne peut pas se passer non plus sans l'école comme institution pour favoriser tout ça. Voilà. C'était juste le point que je voulais aborder. Oui, non, très bien. Merci beaucoup. Mireille voulait réagir à son tour. Oui, je serai brève. Dans la lignée du panel qu'on a eu sur les jeunes et l'information hier, j'ai l'impression que dans certains cas, les médias devraient avoir une approche comme Desjardins l'a eu à l'époque avec les jeunes, les caisses scolaires et tout ça, tout le monde avait ses petits sous à déposer. Qu'est-ce qui fait que maintenant, on a tous un compte chez Desjardins? C'est qu'on était là quand on était jeune, on a appris à compter nos sous, etc. J'avais tellement ouvert mon compte jeune que quand j'ai voulu le fermer dans la ville de mes parents, ils ne voulaient plus parce que j'avais plus la même signature que lorsque j'avais 9-10 ans et tout ça. Mais ça fait en sorte que les gens ont eu justement cette littératie financière, un intérêt pour l'institution et tout ça. Et toutes ces initiatives-là d'éducation aux médias sont intéressantes pour ça, pour former les prochains de demain. Je sais qu'il y en a d'autres pour les plus jeunes. La fille d'une amie me parlait qu'elle aimait ça, puis elle me parlait justement de la mode éthique, puis comment elle aimait ça, ces choses-là, puis qu'elle trouvait donc ses jeunes collègues de l'école secondaire pas informés, là, mais elle en mangeait et tout ça. Donc, il y a des choses intéressantes peut-être à ce niveau-là à faire, d'investir dans l'avenir pour la suite. Hein. Merci. Est-ce qu'il y aurait une dernière intervention? Non? Bien. Alors, écoutez, je voudrais remercier tous nos panélistes et qu'on les applaudisse.